Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais te partager des astuces pour améliorer tes structures, tes phrases. Si tu as un niveau intermédiaire et que tu veux utiliser des phrases plus complexes ou des structures plus complexes, ou si tu as déjà un niveau avancé pour aller encore plus loin dans ton apprentissage du français. Alors déjà, la première chose à laquelle je pensais quand j'ai préparé cet épisode de podcast pour toi, c'est qu'il existe dans n'importe quelle langue le fond et la forme. Le fond, c'est le vocabulaire, c'est la substance. C'est ça qui, qui, va, qui va faire que tu vas apporter tes idées, tes opinions. Donc il y a le vocabulaire, sans vocabulaire, c'est impossible de parler une langue. Et la forme, ça va être la grammaire, la structure des phrases. Les deux vont ensemble. Il est impossible de séparer le fond et la forme. La grammaire seule n'existe pas sans les mots, et les mots, le vocabulaire, c'est impossible d'articuler correctement les idées des mots de vocabulaire sans une structure correcte. Donc si tu veux améliorer ta structure, tes phrases, c'est indispensable d'avoir une bonne grammaire. Je prends l'exemple de mon mari mexicain. Il a commencé à apprendre le français avec moi au début de notre relation, donc ça fait 10 ans. Et à l'époque, on avait le temps parce qu'on n'avait pas d'enfants. Il avait un niveau complètement débutant. Et je lui donnais des cours particuliers avec des devoirs, etc. Mais on a eu notre enfant assez rapidement. Et avec le travail, Gaël, notre fils qui était bébé, mon mari, ingénieur en génie civil, partait sur les chantiers. Donc c'était impossible de continuer. Et quand on va en France, donc cette année on est allé un mois, donc c'était un stage intensif pour lui, il a beaucoup appris. Il s'était beaucoup entraîné avant, pas forcément par rapport à la grammaire, mais beaucoup par rapport à la compréhension orale. Ce qui fait par exemple mon mari, ce que tu peux faire aussi, donc ça dépend bien sûr de ton travail, de tes activités, mais lui ce qu'il faisait quand il travaille sur l'ordinateur, parce qu'il travaille à son compte, il a l'opportunité de travailler à la maison à son compte, et il met les chaînes d'information en français. Et il disait que ça l'a énormément aidé avec le vocabulaire et surtout la compréhension orale. Mais ce qui limite mon mari quand il va en France, c'est sa grammaire. Mon mari n'aime pas la conjugaison, donc il connaît assez bien la conjugaison au présent, plus ou moins le passé composé, mais ça bloque quand même parce qu'il ne maîtrise pas le conditionnel, il ne maîtrise pas le subjonctif, l'imparfait, c'est quand même très... il ne maîtrise clairement pas l'imparfait. Donc on le comprend sans aucun problème quand on va en France parce que l'espagnol et le français se ressemblent beaucoup. Par contre, c'est évident qu'il reste à un niveau intermédiaire. Un bon niveau intermédiaire, il a d'ailleurs il comprend mieux qu'il parle, ce qui est tout à fait normal en général. De toute façon, quand on apprend une langue, c'est l'expression orale qui reste la plus difficile. Mais mon mari, le problème, c'est qu'il a du fond, c'est-à-dire le vocabulaire. Par contre, il lui manque la forme. Donc, si tu veux vraiment aller plus loin pour avoir un niveau avancé, il est indispensable de maîtriser des formes complexes de phrases, en particulier les formes de grammaire. Ensuite, deuxième conseil, c'est important, j'en parlais dans l'épisode d'hier, il est important d'être curieux et proactif dans son apprentissage du français. Par exemple, moi j'ai un niveau avancé en anglais, mais ça fait depuis 3 ans que je suis rentrée des États-Unis et je n'ai plus l'opportunité de parler anglais comme je le faisais aux États-Unis. Et je sens là que ça commence à devenir, même si j'ai un bon niveau, je continue de très bien comprendre l'anglais, je sens que ça commence un petit peu à coincer. Donc, qu'est-ce que je fais ? Quand je donne des cours, la majorité de mes élèves sont anglophones, j'ai des élèves américains. Ce que je fais quand je donne cours, donc les cours sont vraiment basés sur l'expression orale, sur la fluidité, et ce que je fais, donc avec mes élèves de niveau intermédiaire ou avancé, quand il y a des mots de vocabulaire qu'on voit en français, des expressions idiomatiques, parce qu'on utilise beaucoup les
mes cours sont vraiment riches en vocabulaire, je leur demande « Ah, comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on dit ça en anglais ?» Et je vais noter. Je suis proactive dans mon apprentissage. Par exemple, j'en parlais avec une élève, je ne sais plus de quoi on parlait, et je disais oui, en français on dirait c'est un cadeau empoisonné. Et on m'expliquait ah, it's a gift with strings. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est des expressions idiomatiques des États-Unis, et je pourrais pas l'apprendre toute seule. Ce serait compliqué d'entendre ce vocabulaire en étant isolée, moi, au Mexique, en n'ayant aucun natif autour de moi. Ou alors aussi, on parlait que la vie peut être usante. La vie est usante quand c'est quelque chose qui est usant, c'est quelque chose qui est très fatigant. En français, usant, ça peut être la vie est usante. Une personne, par exemple, mon fils, quand il n'a pas fait assez de sport et qu'il a beaucoup d'énergie à la maison, je peux dire qu'il est usant. Voilà, beaucoup de choses peuvent être usantes. Et, j'ai une élève qui me disait oui, mais en anglais on dirait life can be erosive. Et là elle me disait c'est plutôt par rapport à une situation qui se répète. On ne dit pas a person can be erosive, mais life can be erosive. Donc vous voyez là c'est vraiment du niveau avancé. C'est vraiment le vocabulaire dont moi j'ai besoin en anglais, c'est ce que je recherche parce que j'ai déjà du bon vocabulaire, mais j'ai envie de varier le vocabulaire que j'ai déjà. Par exemple, au lieu de dire I'm busy, là je pourrais dire my schedule is a bit chaotic. Par exemple, vous voyez, trouver des alternatives. Ça, c'est un excellent moyen. Quand vous savez déjà dire quelque chose en français, essayez de trouver une manière, à travers vos cours, à travers vos lectures, essayez de trouver une autre manière de le dire. C'est que comme ça que tu arriveras à t'améliorer dans ton vocabulaire. Et pour ça, il faut être proactif. Personne ne me dit « Virginie, il faut que tu prennes ton stylo et un cahier pendant que tu travailles » parce que je suis en train de travailler, en train de donner un cours de français et en même temps, je travaille mon anglais. Donc personne ne me le dit, c'est juste que je suis proactive et je suis très curieuse. Donc moi j'adore les phrases idiomatiques, il y en a énormément. Donc une phrase idiomatique, c'est les phrases qui sont intraduisibles dans sa propre langue. Il y a beaucoup de slang américain que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'argot aussi français. J'adore les expressions idiomatiques. Et ça, c'est un moyen, les expressions idiomatiques, tout de suite, enfin, si tu utilises des expressions idiomatiques quand tu parles français, tu vas tout de suite passer à un niveau avancé. Parce que c'est un vocabulaire beaucoup plus difficile, métaphorique, imagé. Donc si tu enrichis ton vocabulaire avec des expressions idiomatiques, tu vas tout de suite passer de niveau intermédiaire à un niveau avancé. Pour essayer de se rappeler des expressions idiomatiques, je te conseille de te rappeler le contexte. Par exemple, il y avait une expression idiomatique, je parlais, c'est une élève qui m'a dit en anglais, qu'est-ce qu'elle avait dit ? I don't care for him. Et moi, je comprenais pas parce que je connais l'expression en anglais to take care of, mais je dis I don't care for him. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et elle m'a expliqué, oui, parce que bon, c'est une élève démocrate, on parlait du président Trump, et elle disait oui, I don't care for him. Et je me rappelle maintenant, grâce à ce contexte, dans ma tête, ok, élève démocrate, Trump, I don't care for him, ça signifie, ok, qu'elle ne l'apprécie pas, qu'elle ne l'aime pas. Donc ce contexte de la conversation va énormément m'aider pour me rappeler cette expression. Donc quand tu vois du nouveau vocabulaire en français, que ce soit dans une conversation, dans un cours, dans une conversation avec un natif, ou dans un texte, ou à la radio, je te conseille d'essayer te rappeler le contexte dans lequel le vocabulaire a été utilisé. C'est vraiment, ça va vraiment t'aider pour améliorer ta mémorisation. Et surtout, bien sûr, essayer de le réutiliser le plus que possible. Soit à l'écrit, tu peux le mettre en flashcard, tu peux essayer de le réutiliser en cours. La répétition, de toute façon, c'est le seul moyen
mémoriser quelque chose. Et donc le dernier conseil, c'est vraiment, donc c'est un résumé un petit peu des deux idées que j'ai partagées précédemment, c'est de vraiment utiliser le plus que possible les alternatives. Si tu as un premier mot, par exemple, je lisais sur la BBC, je lisais un article il disait, qu'est-ce que c'était comme, c'était sur Trump, et ils ont utilisé dans l'article le verbe to sack. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie to sack? Et j'ai regardé dans le dictionnaire Word Reference, donc j'aime bien ce dictionnaire. Si tu connais pas, tu peux télécharger, c'est une application gratuite, et le vocabulaire est assez riche. J'aime bien, de l'anglais au français, et même en espagnol. Espagnol-français, c'est un bon dictionnaire. Et je regardais to sack, c'est un verbe qui est plus utilisé en Grande-Bretagne pour dire to fire. Donc ce que j'ai fait, ce que tu peux faire aussi quand tu rencontres un nouveau mot, de trouver un moyen mémotechnique. Et j'ai pensé to sack, comment est-ce que je peux essayer de rapprocher ça d'un verbe en français? Et j'ai tout de suite pensé à l'expression idiomatique familière, mettre son sac. Mettre son sac à quelqu'un, donc elle lui a mis son sac, ça signifie qu'elle a rompu, to break up, avec lui. Elle lui a mis son sac, elle a rompu avec lui. Et pour moi, rompre et to sack, fire, il y a aussi une sorte de rupture, vous voyez? Donc j'ai essayé de mémoriser ça, to sack, ok, mettre son sac, rupture, licenciement. Donc ça va un petit peu loin, mais ça, c'est propre à chacun. Tu peux absolument faire tes propres petits mélanges de mémotechniques par rapport à ta langue maternelle, et ça aide énormément pour la mémorisation et voilà, et essayer de se rappeler de cette variété de vocabulaire. Donc quand j'écris tous ces mots, toutes ces expressions idiomatiques sur mon cahier, la chance que j'ai, c'est que je peux directement demander à la personne qui est en face de moi, qui est native, ce que ça signifie. Et parfois, j'écris les choses et il manque quand même certaines informations. Par exemple, ok Virginie, là tu peux dire ça pour une personne, mais tu peux pas le dire pour une situation, ou vice-versa. Et si j'avais pas cette opportunité, et si j'étais pas proactive au moment où je demandais, il me manquerait énormément d'informations pour savoir comment l'utiliser correctement. Et c'est ça le gros problème avec le vocabulaire. Si tu ne connais pas le contexte, si tu n'as pas assez d'informations, tu peux risquer de mal l'utiliser, car il y a beaucoup de nuances que le dictionnaire ne donne pas. Par exemple, combien de fois ça t'est pas arrivé de regarder un mot et tu vois la traduction dans ta langue maternelle et tu dis ouais mais c'est bizarre, on dit pas ça. Ou alors j'ai des élèves qui regardent dans le dictionnaire, ah Virginie, on peut dire ça en français? Bah non, c'est bizarre, c'est pas naturel. C'est dans le dictionnaire, ok, mais tu le diras pas dans la vie courante. Par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y a des élèves de niveau avancé qui veulent absolument utiliser des mots un peu plus littéraires dans la conversation. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout naturel. Par exemple, j'avais un élève qui voulait absolument utiliser à l'oral afin que, à la place de pour que. Alors, je reconnaissais franchement, chapeau, parce que cet élève avait envie de varier le vocabulaire, d'utiliser du vocabulaire différent, mais je lui expliquais, le problème, c'est que si tu dis ça, c'est pas du tout naturel. Donc, le but, c'est d'être le plus fluide possible et d'avoir un français le plus naturel et le plus courant possible, parler comme le français de 2025 ou du 21e siècle. Ou alors un autre exemple. Je t'appelle dans le but de prendre rendez-vous chez le docteur. Je t'appelle dans le but de prendre rendez-vous chez le docteur. Alors, grammaticalement, il n'y a aucun problème, c'est très joli, c'est une très belle phrase. Par contre, c'est pas du tout naturel. Aucun Français au XXIe siècle dirait ça dans une conversation normale. Moi, je dirais, je t'appelle pour te rappeler de prendre rendez-vous chez le docteur. Ok, je t'appelle pour te rappeler. Donc, tu vois, c'est ça le problème, c'est que parfois, quand on apprend une langue, beaucoup à travers les livres, quand on n'a pas de retour direct d'un professeur, ou alors qu'on n'est pas dans une situation, quand on n'est pas en immersion dans le pays, dans un pays francophone,
tu vas utiliser des structures qui peuvent être tout à fait correctes grammaticalement, mais qui ne vont pas être du tout naturelles. Et toi et en général, quand on apprend une langue, ce qu'on veut, c'est être le plus naturel possible, et là, c'est l'effet contraire. On n'est pas du tout naturel et ça se voit qu'on est étranger. Donc tout ça, savoir quand utiliser le vocabulaire, dans quelle situation, avec quelle forme grammaticale, tout ça c'est possible grâce à un prof, avec une mise en pratique et des corrections. Donc Ta Voix Française, c'est mon programme qui est la référence pour les apprenants de français intermédiaire et avancé qui veulent aller plus loin que le français de base, pour s'exprimer sans stress et avec fluidité, comprendre et se faire comprendre avec confiance, prendre le temps d'apprendre pour enfin trouver ta voix française. Donc si ma méthode t'intéresse, envoie-moi un email à hello@eouionline.com ou viens faire un tour sur mon site internet eouionline.com. À demain pour le dernier épisode du podcast d'août d'EWI.